Quand je faisais ma maîtrise, j'ai dû partager un appartement avec quelqu'un pour réduire les coûts. Après avoir publié une annonce sur Facebook, j'ai reçu un message d'un gars nommé James. J'ai commencé la recherche d'un colocataire terrifié à l'idée de finir par vivre avec un psychopathe. Mais la personne que j'ai trouvée est devenue mon ami le plus proche et le plus durable. Une des choses sur lesquelles nous avons immédiatement connecté était notre amour mutuel pour la randonnée de longue distance. Il en a mentionné pour la première fois par téléphone lorsque je lui ai demandé quels étaient ses hobbies et intérêts. Et après cela, nous avons passé une demi-heure à partager des expériences et à nous enthousiasmer pour le grand air. Nous avons fait notre premier voyage pendant les vacances de printemps de 2004 et c'était de la pure bromance, si vous voyez ce que je veux dire. James était comme un frère d'une autre mère et, bien que nous ayons tous les deux déménagé ailleurs après avoir terminé nos études, nous nous sommes assurés de rester en contact via les réseaux sociaux et les jeux en ligne. De plus, nous sortions faire une randonnée de longue distance ensemble 1 ou 2 fois par an. Nous avions l'habitude de nous donner à fond tant que nous avions encore des genoux et des chevilles pour cela, et nos choix de destination étaient généralement extrêmement reculés. La plupart de nos amis qui se joignaient à nous finissaient avec des ampoules au talon après quelques jours avec nous et disaient ensuite « jamais plus » sur le chemin du retour. Ainsi, la plupart du temps, les voyages étaient juste entre lui et moi. Nous avons tous les deux parcouru le parc d'État de Baxter et les Adirondacks, tandis que nous vivions tous les deux dans le nord-est. Ensuite, après que James a déménagé en Virginie, nous avons visité Shenandoah et les Great Smoky Mountains. Mais ensuite, au fil du temps, nous avons commencé à désirer un endroit un peu plus lointain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ainsi que nous avons décidé de nous rendre dans les montagnes Bighorn au Wyoming, ou plus précisément, dans la région sauvage de Cloud Peak. La région sauvage de Cloud Peak est le centre d'un bloc de terre sans route de près de 200 000 acres, ce qui en fait une des plus grandes régions sauvages de toute l'Amérique du Nord. Si nous devions jamais obtenir l'expérience complète de Lewis et Clark, ce serait là. Ainsi, tard au printemps, nous nous sommes retrouvés dans un petit village appelé Buffalo, avant de nous diriger vers les montagnes. Le voyage à Cloud Peak a eu lieu en 2013 et à ce moment-là, nous étions tous les deux des randonneurs expérimentés, donc au début, s'aventurer dans les arbres semblait juste l'affaire habituelle. Ce n'est qu'environ 24 heures plus tard que nous avons réalisé que nous étions à une journée de marche de la route la plus proche, ce qui signifiait que nous étions presque complètement isolés de la civilisation. J'ai été dans quelques endroits reculés auparavant, mais il y avait quelque chose de différent à être à Cloud Peak. Des zones comme le sentier des Appalaches se sentent sauvages, mais sont des chemins plus fréquentés, pour ainsi dire, tandis qu'à Cloud Peak, on avait l'impression de franchir une sorte de frontière dangereuse. Tenant compte de cela, nous sommes restés prudents et attentifs au fur et à mesure que nous avancions sur notre itinéraire, mais à mesure que les jours passaient et que la fatigue commençait à s'installer, nous commencions à nous sentir plus confiants et beaucoup plus explorateurs. James portait un vieux Colt 45 ayant obtenu les permis nécessaires pour le faire, donc nous n'étions pas particulièrement préoccupés par les ours ou autres types de faune. Ce qui nous préoccupait, c'était notre approvisionnement en eau qui diminuait. Pour marcher les vastes distances que nous avions l'habitude de couvrir, nous gardions nos réserves d'eau au minimum pour maintenir la mobilité. Vous pouvez toujours trouver un ruisseau pour remplir vos gourdes en cours de route, tandis que tenter de transporter des gallons d'eau n'était tout simplement pas une option si vous vouliez sérieusement couvrir du terrain. Lors de chaque autre randonnée, nous n'avions pas eu de problème pour trouver de l'eau, et même planifions nos itinéraires pour sauter d'une source d'eau à une autre. Mais alors, fin avril 2018 s'est avéré différent de tout autre que je puisse me souvenir et a complètement dévié nos plans. Il faisait chaud, très chaud, et autant c'était génial pour bronzer, jour après jour de températures inhabituellement élevées, signifiait que beaucoup de nos sources d'eau étaient trop réduites et stagnantes pour être sûres. Chaque fois que nous passions devant une, nous devenions de plus en plus désespérés, jusqu'à ce que nous sautions finalement de joie lorsque nous avons trouvé un ruisseau de montagne à débit rapide. Nous avons rempli nos gourdes autant que possible, mais nous savions que le reste de la randonnée serait assez infernal à moins que nous n'ayons une pluie sérieuse. Si nous voulions sortir de la région sauvage sans risquer un coup de chaleur, nous devions être conservateurs, ingénieux et un peu chanceux. Nous avons réussi les 2 premiers, le 3e pas tellement.
Au jour-ci d'une randonnée prévue de 9 jours, nous étions à nouveau dans de graves ennuis en termes de notre approvisionnement en eau. Vous pouvez toujours dire quand les choses vont vraiment mal lorsque votre urine commence à ressembler à du Bacardi foncé. Et bien que nous ne voulions vraiment pas, il semblait que nous pourrions devoir raccourcir la randonnée pour nous diriger directement vers la supérette la plus proche, qui à ce moment-là serait une randonnée d'au moins 1 jour et demi. Nous avons continué et à un moment donné, nous marchions sur un sentier à peine taillé, lorsque nous avons décidé de nous arrêter pour prendre une pause pour boire. Nous avons bu et, nous avons bu à petites gorgées de nos gourdes à moitié pleines, puis s'est éloigné pour uriner contre un arbre. Il s'est éloigné de notre vue et ensuite la prochaine chose qu'on entend est comme un aboiement ou un cri aigu, le genre que vous entendez d'un renard ou d'un coyote. La chose suivante que j'entends est James disant Jésus-Christ, comme si l'aboiement l'avait soudainement effrayé. Honnêtement, j'ai pensé que toute la situation était assez drôle. Un randonneur endurci, effrayé, une créature poilue de la forêt. Alors je me suis levé et me suis dirigé vers les arbres pour me moquer de lui. J'ai trouvé James seul et visiblement secoué, se boutonnant le pantalon, alors qu'il regardait vers les pentes que nous avions au-dessus. Étant donné le bruit aigu que l'animal avait fait, j'ai supposé que c'était quelque chose de petit et assez offensif, donc le fait que James soit si effrayé rendait la vue encore plus amusante pour moi. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu, si c'était un renard ou un coyote ou quoi, et il me dit que non. Ce n'était pas un animal qui avait fait du bruit, mais un enfant qui avait ensuite fui en courant vers les arbres après l'avoir effrayé à mort. Après un peu plus d'humiliation de ma part, James a commencé à se demander à haute voix ce qu'un enfant faisait là tout seul, et pour moi la réponse était assez évidente. L'enfant n'était pas seul, il ne pouvait pas l'être. Il campait probablement ici avec sa famille, ou quelque chose comme ça et venait de tomber sur un randonneur en train d'uriner pendant qu'il jouait. Je suppose que nous avons omis quelques étapes logiques, étant donné à quel point nous étions assoiffés, parce que tout ce à quoi je pouvais penser était de trouver leur campement pour pouvoir leur supplier un peu d'eau. S'ils avaient des enfants, ils étaient probablement de bonnes personnes prêtes à partager un peu de H2O avec nous, auquel cas nous serions prêts jusqu'à la prochaine source naturelle fiable. James, d'autre part, ne semblait pas penser que c'était une bonne idée du tout. Je pensais qu'il était fou. Nous avions une chance en or de nous réapprovisionner en eau et peut-être d'obtenir un peu de nourriture chaude aussi. Et là il était, doutant de toute l'affaire. Quand je lui ai demandé pourquoi il était si nerveux, il a répondu, et je cite, « Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gamin. » Je l'ai pris comme si l'enfant pourrait avoir des difficultés d'apprentissage ou quelque chose comme ça, mais je savais aussi que James n'était pas assez rétrograde pour être effrayé par quelque chose d'aussi simple qu'un handicap. Puis quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, que quelque chose n'allait pas avec l'enfant, il est resté silencieux avant d'accepter d'aller chercher les parents de l'enfant. J'ai supposé qu'il avait changé d'avis, mais son cerveau rationnel a pris le dessus et a accepté que nous avions besoin d'eau. Je ne me suis pas arrêté pour penser à ce qu'il avait vu pourrait l'avoir vraiment effrayé, même si ce n'était qu'un enfant. James nous a dirigés dans la direction dans laquelle l'enfant avait fui, puis nous avons gravi la colline dans l'espoir de trouver ses parents. Après quelques minutes de marche, les forêts denses se sont ouvertes sur une clairière de la taille d'un terrain de football et, de l'autre côté, il y avait une cabane en rondin d'aspect ancien. De là où nous étions, j'étais assez sûr de pouvoir voir quelqu'un de petit sur un vieux balançoire de Porsche qui était à l'avant. C'était de grandes nouvelles, nos problèmes étaient résolus, du moins c'est ainsi que je l'ai vu. James était toujours réticent à s'approcher. Il ne l'a pas dit, mais on pouvait le voir sur son visage alors que nous marchions lentement vers la cabane. À mesure que nous nous approchions, je me suis rendu compte que la personne sur le balançoire du Porsche était très âgée. Si âgée qu'il semblait qu'elle ne quittait jamais vraiment ce balançoire. Ils étaient aussi, et je ne veux pas paraître si critique, je sais que le temps nous rattrape tous, la personne avec les désavantages faciaux les plus uniques que j'avais vus, et je dis cela de la manière la plus polie possible. J'ai supposé que tout était dû à une sorte de condition médicale, mais lorsque j'ai demandé poliment s'ils avaient un peu d'eau à partager, quelqu'un est sorti de la cabane et la pièce de monnaie proverbiale est tombée. Aucune des personnes n'avait de menton,
Les deux portaient des lunettes épaisses et les deux avaient ce regard complètement vide qui semblait vous transpercer. La personne qui est sortie de la cabane tenait un petit chien et, bien qu'il soit assez bas pour être confondu avec un enfant, il devait être dans ses dernières années d'adolescence ou au début de la vingtaine. Puis, juste au moment où nous avons établi un contact visuel, il a aboyé vers moi. Je pense que mes sourcils ont dû monter jusqu'à ma ligne de cheveux, alors que je me tournais vers James, qui était déjà bouche bée et gesticulait comme pour dire « Je te l'avais dit ». Je me souviens avoir bégayé le début de quelque chose, puis je me suis arrêté quand j'ai réalisé que ces personnes ne nous parleraient tout simplement pas. Non pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'elles ne pouvaient tout simplement pas. Quelque chose que vous devez également comprendre, c'est que les aboiements ne semblaient pas volontaires. Ils ressemblaient à des tics, comme quelque chose sur lequel ils n'avaient pas de contrôle. J'ai commencé à leur parler très lentement, comme vous parlez à un enfant ou quelque chose comme ça, en leur disant « Bonjour, nous avons besoin d'un peu d'eau. Pourriez-vous sortir un peu d'eau de votre maison? Nous serions très reconnaissants si… » Le chien que l'homme-enfant tenait a aboyé juste au moment où j'essayais de parler, puis l'homme-enfant lui-même a aboyé encore plus fort. Ça me fait mal de l'admettre, mais j'ai commencé à être vraiment nerveux quand l'homme-enfant est entré dans la maison avec détermination, comme s'il allait chercher quelque chose, et j'ai prié en silence pour que cette chose ne soit pas chargée, si vous voyez ce que je veux dire. James et moi étions tendus comme des ressorts, attendant qu'il réapparaisse, mais quand la porte s'est ouverte à nouveau, ce n'était pas l'homme-enfant qui est apparu, mais quelqu'un de si étonnamment différent que je suis resté bouche bée pendant un seconde. C'était une fille. Une fille plus jeune, probablement au début ou au milieu de son adolescence, et contrairement au reste de sa famille, elle agissait de manière relativement normale. Mais quand il s'agissait de son apparence, c'était choquant. Elle ressemblait à ce qu'elle pourrait avoir été une star enfant ou quelque chose comme ça. Elle avait ses cheveux noirs de jais et ses yeux ambrés brillants, tous deux en contraste frappant avec les cheveux blonds sablonneux et les yeux bleu pâle de ses parents. Elle pouvait aussi parler, bien que dans un anglais extrêmement cassé, et elle l'a clarifié avant même que je puisse me présenter en demandant « Que voulez-vous, monsieur ?» Elle a été beaucoup plus réceptive à nos demandes d'eau et nous a invités à entrer pour remplir nos gourdes d'un réservoir d'eau qu'ils avaient dans leur cuisine, ou du moins ceux qui passeraient pour une cuisine. L'intérieur de la maison était sale, avec des ordures et des débris recouvrant presque chaque surface disponible. Et l'eau dans le réservoir auquel la fille faisait référence ne semblait pas potable du tout. Nous avons commencé à chercher dans l'armoire n'importe quel type d'eau en bouteille, plus que disposés à payer bien au-dessus du prix de vente régulier pour ceux que nous pourrions trouver, mais la fille aux cheveux foncés a interrompu notre recherche, nous embarrassant dans le processus. J'ai commencé à expliquer que nous cherchions juste des sodas ou de l'eau en bouteille, n'importe quoi pour étancher notre soif, mais la fille nous a simplement dit que nous devions partir. Quand nous avons demandé pourquoi, elle a expliqué que son père était rentré à la maison et qu'il n'aimait pas les étrangers. Pendant un moment, James semblait trouver un peu de courage, peut-être à cause de la proximité à laquelle nous étions de nous réapprovisionner, alors il est sorti de la cuisine et a descendu le court couloir en direction de la porte d'entrée de la maison. La chose suivante que j'entends est un aboiement, très similaire à celui que l'homme-enfant avait émis, seulement celui-ci était beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Je me suis également dirigé vers le couloir, mon rythme cardiaque augmentant rapidement alors que je le faisais, mais James m'a coupé avec un regard de terreur sur son visage. Tout ce qu'il a dit, c'était courir. Une seconde plus tard, il s'est précipité vers moi en direction d'une porte arrière couverte par un écran, et après l'avoir ouverte, nous avons couru à l'arrière de la maison et vers la forêt. Tout le temps, je pouvais entendre ce père énorme crier et hurler en complet galimatias, probablement furieux, parce que sa famille avait permis à des étrangers d'entrer dans la maison. Si nous avions porté nos sacs à dos plus lourds, nous aurions été foutus, mais comme nous voyagions relativement légers, nous n'avions pas eu à laisser nos sacs à dos pour entrer dans la maison pour récupérer de l'eau. Si nous avions dû le faire, nous les aurions laissés dehors avec la famille, ce qui signifiait que nous n'aurions d'autre choix que de faire face au père pour les récupérer. Je n'ai pas vu le type, mais James l'a fait. Quand je lui ai demandé de le décrire, il a utilisé un seul mot, monstre. Cela sonnait certainement ainsi pour moi, d'après les bruits qu'il faisait, et je suis reconnaissant jusqu'à ce jour de ne pas avoir eu à faire face à lui. Le seul problème qui nous restait alors était notre problème original, et après avoir couru à toute vitesse pendant une période soutenue,
Nous avions besoin d'eau plus que jamais. Nous avons marché un peu plus au nord, fonctionnant purement à l'adrénaline à ce moment-là, quand de nulle part nous avons entendu le bruit de l'eau courante. Cette famille vivait dessus. Il est fort probable qu'elle vienne de là, et les chances étaient que papa la considère comme faisant partie de sa propriété. Nous nous sommes déplacés rapidement pour collecter de l'eau. Nous n'avons donc pas exactement eu le temps de célébrer la découverte du ruisseau à ce moment-là. Tout cela est venu plus tard, une fois que nous étions à une distance sûre. Nous avons pu terminer le reste de la randonnée et à la fin de celle-ci, l'incident avec la maison au milieu de nulle part était déjà devenu une sorte d'anecdote de style histoire de feu de camp. C'était certainement inquiétant de voir dans quelles conditions cette famille vivait, et franchement terrifiant quand nous avons réalisé que nous envahissions involontairement la maison d'un géant furieux. Mais ces points ne sont pas ceux qui m'ont marqué après être rentré chez moi et avoir continué ma vie. Après avoir discuté de toute l'affaire avec James pendant le reste de notre randonnée, nous sommes arrivés à une conclusion très déprimante. La famille avait probablement vécu là pendant longtemps et avait très probablement refusé de déménager après que la région ait été déclarée zone sauvage. Il y avait aussi de très bonnes chances qu'il y ait eu une certaine endogamie dans la famille, probablement remontant à des générations compte tenu de l'état dans lequel ils étaient, du moins tous sauf la fille. Elle avait l'air si différente de ses parents qu'après un certain temps, j'ai commencé à soupçonner qu'elle n'était pas liée à eux du tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'aventurer dans une sorte de terrier de lapin. J'ai fait une tonne de recherches sur l'endogamie aux États-Unis, et, comme vous pouvez probablement l'imaginer, cela fait une lecture assez effrayante. Je ne vais pas partager toutes les informations profondément troublantes que j'ai apprises, juste 2 petits détails que je pense être pertinents. Le premier est que, historiquement parlant, l'endogamie dans les zones rurales des États-Unis est survenue par nécessité. Certaines familles étaient simplement trop isolées ou n'étaient pas disposées à renoncer à un membre de la famille capable de travailler à la ferme. Pour la plupart, des cousins seconds se mariaient avec des cousins seconds, mais parfois, dans des cas plus perturbateurs, des frères se mariaient avec des sœurs ou des pères couchaient avec des filles. Mais même quelqu'un à l'aise avec une telle perversion sait qu'il y a des limites à la quantité que vous pouvez pousser un petit groupe génétique. Ce qui a sans aucun doute conduit à des rumeurs désagréables de kidnapping et d'élevage forcé. J'ai lu de multiples récits de cela, certains plus fiables que d'autres. Mais cela semble certainement être quelque chose parmi les familles isolées ou recluses et les tribus du monde entier. Après des heures de recherche, la situation me semblait évidente. Mais après n'avoir trouvé aucun type de rapport de personnes disparues pouvant être corrélé avec la fille que nous avions vue dans la cabane, j'ai décidé de contacter la police à Buffalo pour voir si elle savait quelque chose sur la famille vivant près de Cloud Peak. Le premier officier avec lequel j'ai parlé a affirmé ne rien savoir d'eux et a insisté sur le fait qu'aucun logement permanent n'était autorisé dans aucune des zones sauvages de l'État. Il a expliqué que nous devions nous être perdus et avoir erré sur la terre de quelqu'un, et a grossièrement rejeté l'idée que moi et James étions des navigateurs capables. J'ai dû demander à plusieurs reprises une conversation téléphonique avec le chef de la police de la ville pour obtenir une sorte de clarification. Mais quand elle est arrivée, elle a soulevé plus de questions qu'elle n'a répondu. Le jour où je l'ai finalement eu au téléphone, j'étais en fait en train de faire des courses, alors j'ai dû m'arrêter au bord de la route pour lui parler. J'étais pratiquement tremblant d'anticipation quand il m'a dit qu'il avait déjà entendu mon histoire, et quand il m'a demandé si j'étais journaliste, j'ai eu le sentiment assez bon qu'il était sur le point de finalement entendre la vérité. Je lui ai dit que non, que je n'étais pas un journaliste, puis tout ce qu'il m'a dit serait complètement officieux. J'ai aussi clarifié que je voulais simplement m'assurer que ce que j'avais été témoin n'était pas le résultat d'un horrible cas d'enlèvement, car je ne voulais pas que mon manque d'action me tourmente pour le reste de ma vie. Et c'est alors qu'il m'a donné assez de respect pour admettre qu'il y avait effectivement une famille vivant près de Cloud Peak, et que oui, l'arbre généalogique de la famille avait inclus quelques choix de partenaires discutables. Cependant, il n'y avait aucune preuve que la fille avait été enlevée, du moins aucun rapport de personnes disparues ne suggérait que ce soit le cas. Au lieu de cela, le département de police de Buffalo ainsi que ceux d'autres villes autour de Cloud Peak avaient atteint un consensus général. Il était de notoriété publique parmi certaines personnes qu'il y avait une famille vivant près de Cloud Peak et qu'elle y était depuis des générations. La région n'a été déclarée zone sauvage qu'en 1984 et les dossiers ont montré que les autorités avaient offert à la famille une grosse somme d'argent pour quitter la propriété.
L'offre n'a pas reçu de réponse. Le chef de la police m'a ensuite dit qu'une poignée de policiers et de politiciens de bas niveau avaient ensuite rendu visite à la famille, dans l'espoir de les persuader personnellement de quitter leur terre. Les seuls détails de cette visite sont un rapport vague d'un refus. Après cela, il n'y a aucune mention de la famille dans aucun des registres officiels du comté de Johnson. Au lieu de cela, la vérité de leur existence continue à évoluer vers une sorte de légende urbaine, et les rencontres avec la famille sont devenues si rares qu'elles sont maintenant datées par décennies, et malgré leur caractère inhabituel et inquiétant, elles ne causaient pas de problème. Donc les gens les laissaient simplement tranquilles. Quant à la fille, l'opinion de l'application de la loi régionale était qu'elle était quelque chose comme un miracle génétique. D'une manière ou d'une autre, le marasme génétique de la famille avait été résolu, résultant en une fille angélique aux cheveux aussi noirs que la poussière de charbon. Personne ne savait comment et personne ne savait pourquoi, mais jusqu'à ce que quelqu'un puisse prouver le contraire, la fille n'était qu'une partie de la famille, tout comme son frère aboyeur ou son père monstrueux. C'était l'histoire officielle, et quand il s'agissait de la remettre en question, le chef de la police n'était tout simplement pas intéressé à savoir. La dernière chose qu'il voulait était qu'un gars de la ville de l'Est rouvre de vieilles blessures, et il me l'a fait savoir de manière éducative mais parfaitement claire avant de terminer amicalement l'appel. J'ai immédiatement appelé James, et nous avons parlé pendant des heures et des heures, discutant et prenant des tours pour être l'avocat du diable des idées farfelues de l'autre. Je ne dis pas que nous sommes des journalistes d'investigation ultra astucieux ou quoi que ce soit, et à aucun moment nous n'étions d'accord sur comment et pourquoi cette fille était arrivée là, mais voici la théorie qui me tourmente certaines nuits, lorsque les podcasts ne suffisent pas à tenir à distance la peur nocturne. Je crois, au plus profond de mon cœur, que le chef de la police de Buffalo sait très bien que cette fille a été emmenée. Je crois que tous les autres policiers de la région le savent aussi, mais le garder secret sert un but plus grand. L'homme que la fille appelait papa allait toujours enlever quelqu'un, spécifiquement quelqu'un de sexe féminin, pour injecter du sang neuf dans son arbre généalogique. Maintenant, cette femme aurait pu être un parent de l'un de ces policiers, ou de toute autre personne dans les villes environnantes. Donc, pour éviter cela, je pense que quelqu'un a facilité le trafic d'une fille à cette famille. Comme James et moi en avons discuté, il n'y a aucun moyen sur la terre de Dieu qu'aucune agence d'adoption étatique n'aurait permis la garde d'un enfant à ces personnes. Donc, pour éviter qu'ils ne prennent simplement quelqu'un, des arrangements ont dû être faits. Certes, je n'ai absolument aucun moyen de prouver mes affirmations, et comme me l'a dit le chef de la police, il pourrait très bien y avoir une explication innocente à toute cette affaire. Mais à ce stade, je crois sincèrement que ce serait négligent de ma part de ne pas enquêter un peu plus. Je prévois de retourner à Cloud Peak pour découvrir ce qu'il est advenu de cette fille. Si elle est toujours là, peut-être aurai-je la chance de lui parler, de découvrir si elle a des souvenirs d'un temps antérieur. J'ai l'intention d'écrire un livre sur mon expérience ainsi que sur ce que je découvre là-bas. Peut-être cela servira-t-il de sorte de premier brouillon, qui sait. Je suis excité. Je ne vais pas mentir, mais j'ai aussi peur. Une partie de moi pense que si je trouve vraiment mon chemin de retour à cette cabane dans les bois, on ne me reverra plus jamais en vie. Je travaillais alors pour le National Trust en Écosse. C'était un travail vraiment solitaire qui nécessitait de conduire de longues distances ou de marcher dans les Highlands sous des conditions météorologiques défavorables. Pour le travail, j'utilisais un grand 4x4, mais hors service, je devais utiliser ma propre voiture, qui était absolument pitoyable. Un samedi, j'avais prévu de retourner en Angleterre pour l'anniversaire de ma mère. Mon petit ami et moi avions prévu une grande surprise pour elle. Je conduirais le matin, aiderais à tout préparer puis j'irais chercher ma mère pour la grande surprise. J'étais très excitée et confiante que ma mère adorerait. Ce qui ne m'inspirait pas confiance, c'était la capacité de ma pauvre Nissan Micra à m'y amener sans problème. Je conduisais à travers les Highlands, en plein milieu de nulle part, et le moteur a commencé à faire de vraiment inquiétants bruits. Je me suis arrêté sur le bord de la route, mais je n'ai pas pu découvrir ce qui n'allait pas. J'ai pensé que je pourrais atteindre un garage et risquer d'arriver un peu en retard, mais quand je suis retourné à ma voiture et j'ai essayé de la redémarrer, rien. Le moteur tentait de démarrer mais ne prenait pas vie, et peu importe combien de fois j'ai essayé ou quel truc j'ai tenté, je ne pouvais tout simplement pas faire démarrer la voiture. À cette époque,
J'aurais simplement utilisé une application et j'aurais eu quelqu'un pour des réparations ou une remorqueuse en 1 heure ou plus. Mais à l'époque des téléphones à clapet et de la réception mobile irrégulière, être coincé au milieu de nulle part pouvait être un gros problème. J'ai essayé le moteur quelques fois de plus, tout en me préparant mentalement à marcher. C'était mi-novembre, il faisait donc un froid terrible, et les vents des Highlands signifiaient que l'idée de marcher n'importe où était extrêmement décourageante. J'ai lutté contre cela autant que j'ai pu, mais à la fin, j'ai boutonné mon manteau, mis mon chapeau et mes gants, et suis sorti de ma voiture pour affronter le froid. Le plan était de marcher jusqu'au premier signe de civilisation que j'espérais avoir un téléphone ou quelqu'un capable de réparer les moteurs, mais juste au moment où je commençais à marcher, une voiture est apparue soudainement au loin. Les deux côtés de la route étaient bordés d'arbres, et la route serpentait au loin. Donc l'apparition de la voiture m'a d'abord surprise. En fait, j'ai prié pour que quiconque s'arrête pour moi et quand ils l'ont fait, j'ai pensé que mes prières avaient été exaucées. Mais sans vouloir paraître mélodramatique, je ne pense pas que ce soit Dieu qui ait répondu à mes prières ce jour-là, mais plutôt son opposé en enfer. Quoi qu'il en soit, la voiture s'est arrêtée et un homme d'âge moyen, d'apparence sympathique, a baissé la vitre et a demandé si tout allait bien. Je lui ai expliqué la situation, lui ai dit où était ma voiture, et il a dit que selon la gravité des dégâts, il pourrait faire venir son ami pour la réparer à bas prix. J'étais tellement heureuse que j'ai presque fait une petite danse. Ensuite, il m'a invité dans sa voiture et m'a ramené à la mienne. Nous avons fait un peu de conversation après avoir remarqué son accent anglais, et nous avons tous deux échangé des histoires expliquant pourquoi nous étions tous les deux en Écosse. Après être arrivé derrière ma voiture, il a sorti son mobile et a commencé à envoyer des SMS à quelqu'un, apparemment la personne qui allait venir réparer ma voiture. Quand je lui ai demandé, il a expliqué que dans les Highlands, il valait beaucoup mieux envoyer des SMS avec ce petit signal que vous pourriez rassembler. C'était un peu plus lent en termes de temps de réponse, et tout, mais le message passait vraiment clair et non brouillé et haché. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que son ami mécanicien travaillait le samedi et était probablement près d'un téléphone. Ceux d'entre vous dans la vingtaine ne se souviennent peut-être pas du rituel de tenir votre brique de téléphone en plastique haut au-dessus de votre tête pour essayer de forcer un message texte. Mais après 1 minute ou plus de cela, mon samaritain des Highlands m'a assuré que le texte avait été reçu et lu. Tout semblait aller pour le mieux. Tout ce que j'avais à faire était d'être patiente et d'espérer le meilleur. En quelques minutes, le téléphone de l'étranger sympathique a vibré et il a annoncé que son ami était en route, bien qu'il n'arriverait pas avant encore 20 minutes ou plus. 20 minutes, je pouvais gérer. Et si le type pouvait faire en sorte que j'arrive à temps pour la fête surprise de ma mère que j'avais passé 1 mois à planifier, j'étais prête à lui donner tout ce que j'avais dans mon portefeuille. Mais ensuite, pendant que j'attendais avec l'homme faisant toujours la même petite conversation, j'ai remarqué qu'il changeait un détail mineur dans son histoire. Je ne vous embêterai pas avec les détails, mais fondamentalement, il m'a dit que son entreprise était à un endroit, puis, 10 ou 15 minutes plus tard, il m'a dit qu'elle était basée à un autre endroit. Je n'ai pas sauté sur le changement soudain de détail, ou quoi que ce soit, je veux dire. Une entreprise peut avoir plus d'une succursale, non? Et les gens se trompent tout le temps. Donc je ne vais pas agir tout Sherlock Holmes avec un type qui est censé me rendre service, n'est-ce pas? C'était le premier drapeau rouge, pourrait-on dire. Et je ne l'ai vraiment reconnu qu'après l'événement lui-même. Ce n'est que le deuxième qui a vraiment attiré mon attention. Après une brève pause dans la conversation, l'homme a demandé si quelqu'un m'attendait. Il a utilisé cette phrase aussi, « t'attends », et j'ai dû lui donner un regard amusé ou quelque chose comme ça parce qu'il a clarifié avec « tu sais, tu as des projets plus tard ». J'ai commencé à lui parler de la fête d'anniversaire de ma mère, comment j'avais passé des mois à la planifier, comment toute ma famille espérait que je sois là, et, au lieu de montrer un intérêt ou un enthousiasme quelconque, il a simplement hoché la tête et a commencé à regarder dans le vide comme s'il pensait à quelque chose. Ce n'est pas ce qui a attiré mon attention, cependant, c'était la façon dont il a formulé la question, si quelqu'un m'attendait, puis, considérant qu'il était censé simplement amener son ami pour réparer ma voiture et n'avait pas entendu ce qu'il s'était dit, tout s'est ajouté à un très mauvais sentiment au fond de mon estomac. Appelez cela une intuition féminine. Mais je savais que je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour essayer de devancer ce que je craignais le plus. J'ai demandé à l'homme combien de temps il faudrait à son ami mécanicien, et après son long état contemplatif, il est revenu à lui et a vérifié son téléphone, puis m'a dit que cela ne prendrait apparemment que quelques minutes de plus.
Alors j'ai mis en œuvre mon petit plan. J'ai dit à l'homme que je devais prendre quelques affaires dans ma voiture au CA, où j'aurais besoin d'une remorqueuse ou que je devrais aller quelque part. Puis je suis sorti de sa voiture et suis allé vers la mienne. Une fois là, j'ai fait semblant de chercher des choses et ce que je faisais vraiment, c'était retarder le temps jusqu'à l'arrivée de l'ami mécanicien. S'il était un type cassé avec des salopettes conduisant sa camionnette de travail, alors je n'avais probablement rien à craindre, mais autre chose, je mettrais en œuvre la phase 2 de mon plan. J'ai continué ainsi pendant quelques minutes, pêchant absolument rien tout en gardant les yeux rivés sur la route derrière nous, et voilà, une grande camionnette blanche apparaît depuis un virage à quelques centaines de mètres derrière nous et commence à s'arrêter derrière la voiture de l'étranger. La camionnette était complètement blanche, sans aucune marque, et semblait complètement neuve. De plus, il y avait 2 personnes assises dans la cabine, pas seulement une comme je l'avais prévu. Comme je l'ai dit, si les intentions de tout le monde étaient bonnes, alors moi, agissant un peu paranoïaque, n'allais blesser personne. Le mécanicien et son ami pourraient penser que j'étais un peu bizarre. Mais avec bizarre, je peux vivre. Avec ce que je ne pourrais pas vivre, c'est le sentiment que je marchais vers une sorte de piège. Le moment où la camionnette a commencé à s'arrêter derrière la voiture de l'étranger, je me suis précipité pour retourner vers lui, et lui ai dit quelque chose comme « Je vais juste faire pipi rapidement, je reviens dans quelques minutes ». Avec cela, je me suis précipité vers les arbres sur le côté de la route, et je me suis accroupi et hors de vue, comme si j'étais vraiment en train de faire pipi, mais en réalité, je surveillais juste l'étranger apparemment gentil et ses amis, pour m'assurer qu'ils n'avaient rien de prévu. Je suis resté là, me disant que je ne bougerais pas, tant que je n'aurais pas eu une bonne vue sur les 2 types qui venaient d'arriver dans la camionnette. Mais les minutes passaient, et personne ne bougeait. Finalement, j'ai entendu la voix de l'étranger m'appeler du bord de la route. Il sonnait amical au début, juste pour me faire savoir que les types travaillaient sur ma voiture. Seulement il y avait quelque chose. Je pouvais voir un peu ma voiture, et il n'y avait personne debout à côté. Je sentais toujours que je devenais à moitié folle à ce moment-là, que je m'étais mise nerveuse et avais réagi de manière excessive. Puis, juste au moment où je me disais que je me sentirais très stupide après tout cela, si les types étaient vraiment là juste pour réparer ma voiture, le ton de la voix de l'étranger a changé drastiquement. Cela seul m'a envoyé un frisson, mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est quand il a utilisé mon nom. À aucun moment de notre conversation nous n'avions échangé de nom ou nous n'étions présentés formellement. Je sais que cela semble un peu fou, car j'étais assise avec l'homme pendant la meilleure partie d'une demi-heure, mais mon esprit était ailleurs, et, apparemment, le sien aussi, car il n'a jamais pris la peine de se présenter. Je sais qu'il y a toujours la possibilité que je l'ai laissé échapper pendant notre chat, et que je ne m'en souvienne tout simplement pas, mais je ne connaissais certainement pas son nom, ce qui a rendu encore plus terrifiant quand il m'a dit de me montrer. Il a clairement fait savoir que si je ne le faisais pas, cela ne serait pas bon pour moi, et que je pourrais arriver à temps à la fête de ma mère si je faisais simplement ce qu'il me disait. Accroupi parmi un groupe d'arbres, essayant de rester hors de vue de ces étrangers pas si bienveillants, ce furent les moments les plus terrifiants de toute ma vie. Je ne pensais pas qu'il était possible d'être plus effrayé que je ne l'étais, mais j'avais tort. Soudain j'ai entendu un moteur démarrer, mais je savais à quel point il sonnait en bonne santé que ce n'était pas le mien. La prochaine chose que j'ai vue, c'était la voiture de l'étrange s'éloignant. Et c'était le premier étrange qui m'avait ramassé, pas les 2 étrangers dans la camionnette. Je pensais que cela pourrait signifier que la camionnette était également sur le point de partir, alors j'ai jeté un coup d'œil derrière les arbres pour mieux voir. C'est alors que j'ai vu un homme portant une cagoule marchant entre les arbres avec la tête tournée comme s'il me cherchait. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos d'être dans l'erreur, en ce qui concerne à quel point j'aurais pu être effrayé. Je peux vraiment me souvenir de la majeure partie de ce qui s'est passé, mais après avoir vu ce type avec son masque, qui me cherchait évidemment, ma mémoire devient en fait un peu floue. Je sais que j'ai simplement couru plus loin, plus vite et plus fort que je n'avais jamais couru de ma vie. Je me souviens avoir été un peu malade quand je ne pouvais plus courir, et je me souviens que de nombreuses voitures sont passées avant qu'un conducteur ne s'arrête finalement pour voir si j'allais bien. Je me souviens aussi avoir été terrifié que le premier étrange, les types dans la camionnette, me trouvent. Mais heureusement, cela n'est pas arrivé. Au lieu de cela, j'ai été emmené dans un poste de police où j'ai donné une déclaration. Après cela, il y a eu un voyage chez un mécanicien qui a abouti à que j'apprenne que ma voiture ne serait pas en état de rouler pendant au moins 24 heures,
Après cela, j'ai obtenu une chambre dans un bed and breakfast. J'ai obtenu un déjeuner tardif et puis j'ai pleuré au téléphone avec ma mère dans ma chambre. Je pense que c'était le pire jour de ma vie. J'ai laissé tomber ma mère. J'ai dû utiliser mes économies pour payer les réparations du moteur et c'était simplement un cauchemar de jour. Et pour couronner le tout, j'ai presque été kidnappé ou assassiné. J'ai pu donner une description très détaillée du premier type, ainsi que de la voiture qu'il conduisait. Mais en ce qui concerne les deux autres hommes, je n'avais pas grand-chose à dire, à part à quoi ressemblait leur camionnette. La police a promis qu'elle ferait de son mieux, et a même emmené le premier type pour l'interroger. Mais comme il n'avait enfreint aucune loi, ils n'ont pas pu l'accuser de quoi que ce soit. La police lui a demandé des hommes masqués dans la camionnette blanche, mais il a simplement affirmé qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Selon lui, il avait essayé de rendre service à une jeune femme dont la voiture était tombée en panne, et la prochaine chose qu'il savait, elle était dans les bois dans une panique aveugle. Ils l'ont laissé partir, mais je sais qu'il était impliqué et je sais qu'il ne m'a montré son visage que parce qu'il pensait que c'était un fait accompli. Mais, si c'est le cas, combien d'autres femmes et filles ces tactiques ont-elles fonctionné? Et c'est la pensée avec laquelle je vis après toutes ces années. Je peux être reconnaissante et reconnaissante pour ce que je peux être de ne pas avoir fini par être une victime ce jour-là. Mais je ne peux pas être la seule. Il doit y avoir plus de filles qui ne se sont pas échappées, et cela me tourmente de penser où elles sont maintenant. Dans les années 1980, 4 femmes très différentes ont été enlevées et assassinées dans une zone rurale du Texas, dans un endroit qui est devenu connu sous le nom de The Killing Fields, les champs du meurtre. En surface, ces femmes n'avaient pas grand-chose en commun. L'une était une adolescente, une autre une barmaid locale, la troisième une mécanicienne de 30 ans, tandis que la quatrième était une jeune mère au chômage. Cependant, malgré leurs différences, elles ont toutes fini leur vie au même endroit, dans un champ rural le long d'un chemin de terre près de League City, Texas. La région autour de League City était autrefois un lieu désolé et aride, seulement marqué occasionnellement par des tours de pétrole. L'endroit parfait pour emmener quelqu'un si vous ne vouliez pas que ses cris soient entendus. Le 10 octobre 1983, une barmaid blonde attrayante nommée Heidi Fye a disparu alors qu'elle marchait sur la courte distance entre une supérette et sa maison. 6 mois plus tard, son corps sans vie a été retrouvé dans les champs pétroliers de Calder. Comme il y avait des contusions autour de ses poignets et des fractures majeures à ses côtes et à son crâne, un médecin légiste a conclu qu'elle avait été attachée, torturée, puis battue à mort avec une sorte d'objet contondant. Avec très peu de preuves médico-légales sur les lieux et aucun témoin de l'enlèvement, l'enquête sur le meurtre d'Heidi a stagné et l'affaire est finalement restée non résolue. Juste plus de 2 ans plus tard, le 2 février 1986, 4 jeunes cyclistes parcouraient les champs pétroliers de Calder lorsqu'ils ont soudainement senti l'odeur de la mort. Après une inspection plus minutieuse, ils ont découvert que la source de cette odeur étaient les restes horriblement décomposés d'une jeune femme. Après s'être empressé d'informer quelques adultes de leur découverte, la police a été appelée et a ouvert une enquête sur la mort de la femme. Comme il était impossible d'identifier la victime, elle a été déclarée Jane Doe, mais elle a été décrite comme ayant environ 25 ans, mesurant environ 1,70 m, avec des cheveux châtains roux et un espace distinctif entre ses dents. La cause de la mort était un tir unique dans le dos, un tir qui a envoyé une balle traversant son cœur et ses poumons, et son corps a été trouvé à seulement 45 mètres de celui d'Heidi Fye. Ensuite, alors que la police examinait encore la scène du crime initial, ils ont trouvé un autre corps, celui de Laura Miller, 16 ans, qui avait disparu le 1er septembre 1984. Lorsque la police a sorti le dossier détaillant sa disparition, ils ont découvert quelque chose de terrifiant. Que Laura Miller avait été enlevée de la même supérette d'où Heidi avait marché chez elle lorsqu'elle a disparu. En 1991, les meurtres de toutes les femmes mentionnées ci-dessus restaient non résolus, lorsqu'un 4e corps a été trouvé dans les champs pétroliers de Calder. Contrairement à Fye et Miller, qui ont été positivement identifiés à travers leur dossier dentaire, les options scientifiques limitées de l'époque ont signifié que les 2 corps non identifiés sont restés tels jusqu'au milieu de 2019. À ce jour, le département de police de League City reste responsable de l'enquête.
Bien que le FBI ait souvent prêté ses ressources considérables aux forces de l'ordre locales surchargées, ces laboratoires dédiés ont examiné les preuves médico-légales, tandis que les experts en analyse comportementale ont créé un profil psychologique du tueur potentiel. Cependant, malgré leur travail acharné, les pistes ont été éphémères, les preuves restent concluantes et les meurtres demeurent non résolus. Il n'y a pas de témoin connu de l'un des meurtres et aucune personne commune ne relie les 4 victimes. Cependant, bien que le choix des victimes semble aléatoire, les forces de l'ordre semblent sûres qu'un seul tueur en série est coupable, bien que la perspective de plusieurs tueurs ne puisse pas être exclue. La nature de l'endroit où les corps ont été trouvés suggère que c'était probablement quelqu'un qui avait des racines dans la région. Comme l'a expliqué un enquêteur éminent du FBI, quelqu'un devait être très familier avec ces champs s'il savait un endroit aussi efficace pour cacher un corps. Les enquêteurs ont révisé les bases de données de personnes disparues et ont lancé un appel au public pour obtenir des pistes. Mais avec chaque année qui passe, l'affaire devient plus difficile à résoudre. L'agent spécial Richard Renison, qui travaille sur le cas des meurtres Calder Road depuis le bureau de terrain du FBI à Houston, a reflété ce sentiment. Avec le temps qui passe, les gens perdent la mémoire, les gens meurent, ils oublient simplement. Il est difficile de se souvenir de détails significatifs après tant d'années. Au fil du temps, les meurtres sont passés d'une curiosité professionnelle à une mission profondément personnelle. L'agent Renison est originaire de League City et a commencé sa montée dans l'application de la loi avec le département de police de League City en 1993. Plus tard, Renison a été diplômé du FBI et, en raison de ses liens profonds avec la région de Calder Road, il est devenu l'agent de CS pour CS Meurtres en 2005. Alors que les avenues d'enquête se sont resserrées au fil des ans, les technologies d'application de la loi ont considérablement progressé. En janvier 2019, l'agent Renison a reçu un appel qui a donné un nouvel espoir à sa cause apparemment perdue. L'un des cadavres de Jane Doe trouvé en 1986 a été découvert appartenir à une femme nommée Audrey Cook, qui avait travaillé comme mécanicienne dans les zones de Houston, Channelview et Heights au Texas et a été vue pour la dernière fois en décembre 1985. La Jane Doe de 1991, cependant, a été déterminée être Donna Prudhomme, également connue sous le nom de Donna Gonsoulin. La reconnaissance tardive des corps a finalement donné aux forces de l'ordre quelque chose avec quoi travailler et, à partir de 2019, les agents contactèrent les amis et voisins des victimes tout en réexaminant les dossiers policiers de l'époque. Cependant, lorsqu'une partie clé de toute enquête est d'interroger le public pour obtenir de l'aide, les progrès ne sont pas prometteurs. L'agent Renison ainsi que la police locale ont demandé à parler à toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires, et dans des cas comme ceci, cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de savoir où travaillaient les femmes ou les noms des amis qui n'ont pas encore été interrogés, ce qui pourrait être la clé pour résoudre ces meurtres. Lorsqu'il a été interviewé par une station de télévision locale, Tim Miller, le père de Laura, a déclaré que sa fille était talentueuse et avait de grands rêves, et a refusé de laisser son épilepsie devenir un obstacle à ses aspirations. Elle était populaire au lycée et entretenait une relation amoureuse avec un camarade de classe. Mais à un moment donné, la famille Miller a fait ses valises et a déménagé à League City. Laura a été silencieusement dévastée par la décision. Elle a dû laisser derrière elle ses amis, son petit ami et son cœur bien-aimé, et elle a eu du mal socialement après un changement aussi soudain. Pour aggraver les choses, pendant près d'une semaine après le déménagement, le téléphone de la maison des Miller n'était pas encore connecté, ce qui signifiait que la jeune fille extrêmement solitaire n'avait aucun moyen de contacter les amis qui lui manquaient tant, du moins pas depuis sa nouvelle maison. Le 10 septembre 1984, la mère de Laura l'a emmenée à une cabine téléphonique à proximité afin qu'elle puisse appeler son petit ami. Comme il faisait beau, Laura avait prévu de marcher le demi-kilomètre jusqu'à chez elle, une fois qu'elle aurait terminé. Lorsque Laura n'est pas rentrée à la maison, ses parents se sont empressés de signaler sa disparition. Mais à ce moment-là, la police considérait qu'elle était une fugueuse en raison de sa forte nostalgie.
La police a dit aux Miller de ne pas s'inquiéter, qu'ils feraient de leur mieux pour retrouver leur fille et qu'ils communiqueraient dès qu'il y aurait un développement. Cependant, à mesure que les mois passaient, il devenait de plus en plus évident que Laura ne reviendrait pas à la maison. Au lieu d'intensifier leur enquête, les forces de l'ordre ont commencé à allouer des ressources ailleurs. À leur avis, Laura était probablement morte, auquel chaos. Ce n'était qu'une question de temps avant que son corps ne soit découvert. Frustré, Tim Miller a commencé à enquêter sur des disparitions similaires dans la région. Ce qu'il a découvert était horrifiant. Au cours de la décennie précédente, 15 autres jeunes femmes avaient disparu dans la région. Certaines étaient toujours portées disparues, d'autres restaient non identifiées après la découverte de leur corps, mais le meurtrier d'aucune des femmes n'avait été identifié. Je savais dans mon cœur que Laura ne rentrerait pas chez elle vivante, je craignais qu'elle ne soit jamais localisée, a déclaré plus tard son père. Mais un peu plus d'1 an après sa disparition, le corps de Laura a été retrouvé. Les Miller ont dû attendre 17 mois pour connaître le sort de leur fille. Diane Johnson Hastings, en revanche, a dû attendre plus de 30 ans pour découvrir ce qui était arrivé à sa sœur Donna. Donna et Diane ont grandi dans la région de Port Arthur, au Texas. Donna s'est mariée plus tard et a eu 2 enfants, mais lorsque son mari est devenu abusif, elle a été forcée de fuir le mariage avec ses 2 enfants. Elle a eu une vie assez difficile, a expliqué sa sœur, mais elle aimait beaucoup ses enfants. Nous faisions juste de notre mieux avec ceux que nous avions. À la fin des années 1980, Donna élevait ses enfants avec un beau-père à League City, mais restait en contact fréquent avec sa famille, leur assurant qu'elle était heureuse. Cependant, après que cette relation ait pris fin, Donna est tombée sur des temps difficiles. Elle a emmené ses enfants chez sa grand-mère et s'est installée à Clear Lake, au Texas, pour essayer de reconstruire sa vie et un jour, récupérer ses enfants. Un jour en 1989, Donna a demandé à sa sœur une copie de son acte de naissance pour obtenir un passeport. Diane a envoyé l'acte de naissance à la maison de Donna à Clear Lake, mais après cela, plus aucune nouvelle de elle. La famille de Donna a rationalisé son absence en supposant qu'elle voyageait à l'étranger. Mais lorsque son absence s'est prolongée pendant des mois, ils ont commencé à s'inquiéter pour sa sécurité. Ils ont contacté les amis et associés proches de Donna, mais lorsqu'ils ont découvert que personne ne l'avait vue ni n'avait de nouvelles d'elle, ils se sont tournés vers les forces de l'ordre pour la signaler comme disparue. Les années ont passé, et les enfants de Donna ont grandi sans elle. Puis un jour, la tragédie a de nouveau frappé la famille. Son fils aîné a été paralysé dans un accident de voiture dévastateur. Il a passé le reste de sa vie nécessitant presque constamment une surveillance médicale et, tristement, est décédé avant que les restes de sa mère ne puissent être correctement identifiés. En 2008, contre l'avis de sa propre famille, la sœur de Donna a commencé à travailler avec un détective privé. Certains pensaient qu'elle avait simplement déménagé pour commencer une nouvelle vie ailleurs, mais d'autres étaient convaincus que Donna n'abandonnerait jamais ses enfants. En 2019, ceux qui lui faisaient confiance en tant que mère avaient raison. La Jane Doe de 1991, des champs pétroliers de Calder, a été confirmée comme étant Donna. Bien que sa famille ait finalement obtenu la fermeture qu'elle méritait, ils étaient dévastés d'avoir leurs pires craintes confirmées. Comme Tim Miller, la sœur de Donna avait également passé beaucoup de temps à enquêter sur les meurtres des Killing Fields. Bien qu'elle ait été horrifiée par l'ampleur des meurtres, elle a accepté qu'il y avait très peu qu'elle pouvait faire à ce sujet. « Nous devons continuer avec nos vies », a-t-elle expliqué. « Je ne peux pas m'impliquer dans la partie justice parce que pour moi, il s'agit de guérir notre famille. » La zone autour des champs pétroliers de Calder a été considérablement développée depuis l'époque des meurtres. Les espaces résidentiels à proximité signifient qu'il n'est qu'une question de temps avant que chaque centimètre des Killing Fields ait été fouillé et examiné par toutes sortes d'inspecteurs et de commerçants. Peut-être même qu'il y a d'autres corps à découvrir dans les Killing Fields, juste en attendant que quelqu'un les trouve. Une toute nouvelle église a été récemment construite dans la région, avec des membres de la communauté créant un jardin de la paix en mémoire des 4 femmes qui ont été possiblement identifiées. Chaque victime a son propre marqueur, décoré avec ses photos, noms et souvenirs. Nous avons vraiment réclamé cette zone et avons des plans pour plus, a déclaré le père de Laura Miller. Nous changeons le nom de cet endroit de Killing Fields à Healing Fields et nous allons vraiment construire un petit parc là-bas. Quant à l'agent du FBI, Richard Renison,
Les Killing Fields sont le seul CIA non résolu sur lequel il a travaillé qui reste non résolu. Alors qu'il se rapproche de l'âge de la retraite, l'agent Renison espère enfin terminer ce qui est devenu le travail de sa vie, pour les familles des victimes, la communauté en général et pour lui-même. Tout ce que le public sait, peu importe à quel point il pense que c'est petit, nous voulons vraiment qu'il vienne, parce que cela pourrait être très significatif pour nous, a-t-il déclaré à une source médiatique locale. Il est important que le public sache que nous n'avons pas abandonné. Cela peut être étiqueté comme un kéa froid, mais cela ne signifie pas qu'il est assis sur une étagère. Il est activement travaillé au FBI et activement au département de police de League City. Cela n'est pas terminé et nous n'abandonnons pas. Il y a quelques années, j'étais à Prague avec quelques amis. Nous parcourions l'Europe de l'Est et Prague était notre deuxième arrêt. C'était un long trajet en train depuis Amsterdam, alors nous avons commencé à célébrer assez tôt. Moi, en particulier, j'ai probablement bu un peu trop vite et vers 10 heures du soir, j'étais déjà assez ivre. Les parties suivantes de la soirée sont encore floues, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai quitté mes amis et je me suis retrouvé à marcher seul dans la rue en dehors du bar où nous étions. Quelque chose s'est passé, ou probablement j'ai fait quelque chose, qui a déclenché une sorte d'altercation avec un inconnu. Nous avons réussi à calmer la situation assez pacifiquement, mais pas sans avoir fait du bruit et causé une scène. J'ai décidé de m'éloigner pour simplement sortir de cette zone au cas où des ennuis arriveraient. Je marchais dans une ruelle tranquille que j'avais remarquée plus tôt ce jour-là. Menant à mon hôtel, lorsqu'une fourgonnette blanche sans marque passa lentement à côté de moi. Gardez à l'esprit que mes amis et moi, de manière peu judicieuse, avions regardé tous les films Hostel avant de partir pour l'Europe, donc toute l'idée des enlèvements était très présente dans mon esprit. J'ai commencé à marcher de plus en plus vite, presque à courir, quand j'ai pensé que je réagissais de manière exagérée et que la fourgonnette était déjà loin. Cependant, moins d'une seconde plus tard, j'ai entendu le crissement des freins derrière moi et je me suis retourné pour voir que 3 grands types couraient vers moi depuis la même fourgonnette blanche qui était stationnée juste derrière eux. Ils m'ont attrapé et jeté dans la fourgonnette avant même que je sache ce qui se passait. À ce stade, j'étais complètement terrifié et j'ai essayé de raisonner avec les 4 hommes dans la fourgonnette, mais ils ne parlaient pas un mot d'anglais, ou du moins ils n'ont pas répondu à mes supplications. Nous avons conduit quelques pâtés de maison jusqu'à ce que nous arrivions à un feu rouge, et j'ai décidé que c'était ma chance de m'échapper ou je serais complètement perdu. Je me suis jeté sur l'un des hommes qui était assis à côté de moi et suis sorti directement par la porte de la fourgonnette, que j'ai réussi à ouvrir assez rapidement. J'ai réussi à avancer d'un demi-bloc avant que les hommes me rattrapent et me renversent. J'ai regardé autour de moi et j'ai essayé de crier à l'aide à tout spectateur. Mais bien sûr, il n'y avait personne autour pour le voir. Ils m'ont menotté dans la fourgonnette pour le reste du trajet. Nous sommes arrivés à un bâtiment très ancien et les couloirs par lesquels nous avons marché semblaient vieux et délabrés. J'étais encore trop effrayé pour penser clairement ou avoir une véritable notion de l'endroit. Ils ont essayé de me parler pendant un moment, mais je n'ai pas pu comprendre les quelques mots d'anglais qu'ils disaient. Alors ils m'ont emmené dans une pièce qui ressemblait à une cellule de prison et ont commencé à m'attacher à un lit. Il y avait du sang sur l'appui-tête de ce lit, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que quelque chose de vraiment mauvais allait m'arriver à partir de ce point. Ils m'ont laissé seul pour aller faire quelque chose pendant quelques minutes, et pendant ces quelques minutes, c'était une question de vie ou de mort pour moi. Jusqu'à ce jour, je repense à ces minutes, et j'admire vraiment ce que j'ai essayé de faire. Vous pensez toujours que lorsque vous êtes dans une situation de vie ou de mort, vous lutterez pour survivre de toutes les façons possibles, mais vous ne le savez vraiment pas avant d'être vraiment dedans. J'ai commencé à essayer de me détacher des sangles immédiatement. Il y en avait 2 à mes poignets et 2 autour de mes chevilles. J'ai donné des coups de pied et me suis tordu, et j'ai fait tout ce qui était humainement possible pour sortir de ces sangles en cuir. J'ai réussi à me défaire des sangles de mes pieds en quelques minutes, et j'ai commencé à me concentrer sur tout ce que j'avais à mes poignets. Je n'ai jamais lutté aussi dur pour faire quelque chose de toute ma vie. J'étais complètement convaincu qu'en quelques minutes, je serais mort si je ne le faisais pas bien à ce moment-là. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me libérer des sangles de mes poignets, alors que je les déchirais dans le processus. J'avais du sang qui sortait des coupures à la fois sur mes poignets et mes chevilles,
mais j'étais libre. Je suis allé vers la fenêtre et l'ai brisée d'un coup de poing, mais à ma grande consternation, il y avait des barreaux derrière elle. Je ne pouvais rien faire, j'étais complètement coincé sans aucune chance de m'échapper. Mes ravisseurs ont entendu le tumulte et sont venus en courant dans la pièce. Ils m'ont attrapé et m'ont attaché à nouveau au lit. Et cette fois, ils ont mis une sangle sur ma poitrine, me laissant effectivement incapable de me tordre ou de bouger. C'était tout. C'était fini. Dans les moments suivants, j'ai fait la paix avec la mort pour la première fois de ma vie. Une belle vague de paix m'a envahi tout le corps et j'étais allongé sur mon lit, en me sentant complètement en paix avec le monde. J'ai pensé à mes parents et à mes amis, et j'espérais qu'ils apprendraient au moins de ma mort et ne resteraient pas à se demander ce qui m'était arrivé. J'ai pensé à mon chien, et j'espérais qu'il ne pensait pas que je l'avais simplement abandonné. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais toutes avec un cœur en paix. 1 heure s'est écoulée, ou ce qui a semblé être 1 heure, et personne n'est venu. Je pensais avec certitude qu'ils auraient déjà commencé à me dépouiller vivant à ce moment-là, ou qu'ils auraient choisi n'importe quel dispositif de torture malade pour moi. Alors que je comptais les dernières minutes de ma vie, la porte en métal rouillé s'est ouverte brusquement, et un homme chauve d'environ 30 ans est entré. Je l'ai supplié de me laisser partir et à ma grande surprise, il semblait comprendre au moins une partie de ce que je disais. Je lui ai dit que j'avais une famille à la maison qui avait besoin de moi, et j'ai inventé tout ce que je pouvais pour le faire ressentir une sorte de sympathie pour moi. Il semblait être le seul à parler un peu anglais, et à ce stade, je pouvais dire qu'il pouvait me comprendre. Il a mis sa main sur sa lèvre en me disant de me taire et a commencé à me détacher du lit. Il a ouvert la porte et a regardé dans le couloir, puis s'est tourné vers moi et a dit « Viens ». Il m'a emmené dans le couloir juste à quelques mètres vers une sortie. Il a ouvert la porte et a dit « Cours ». Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai finalement pu m'orienter à nouveau à mesure que je redevenais sobre et je suis arrivé au bar où j'étais à l'origine pour trouver mes amis qui étaient terrifiés de se demander où j'étais. Je ne suis pas sûr si quelqu'un d'autre qui a vécu cela a survécu, et jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas où j'étais. Mais le fait que je sois vivant et bien aujourd'hui est suffisant pour moi pour l'accepter et passer à autre chose.